Bonjour, bon après-midi. Nous sommes en direct du studio, oui, du studio de l'enseignement catholique sur le stand G39 au Salon des Maires. Dans le cadre de ce congrès, nous y sommes pour 3 jours où nous allons recevoir, comme nous l'avons déjà fait ce matin, un certain nombre d'invités. Et nous allons bien évidemment aborder un certain nombre de thématiques. Dans l'instant, nous allons nous occuper et nous intéresser au territoire, à leur évolution, à certaines formes un petit peu particulières, à un avenir pour voir s'il est sûr, s'il ne l'est pas, de quelle manière l'enseignement, qu'il soit public, mais bien évidemment catholique, vous le comprendrez, peut s'insérer dans cette nouvelle organisation territoriale. Et pour ce faire, trois invités qui sont autour de moi. Madame Dubois, qui est secrétaire générale de l'IDOGEC Maine-et-Loire, Monsieur Daubrez, directeur diocésain du Maine-et-Loire, et Monsieur Debat, qui est le maire de Bourg-en-Bresse, maire socialiste de Bourg-en-Bresse. Je disais nouvelle forme de territoire. On va d'abord parler d'intercommunalité, parce que, a priori, la question se pose de savoir dans quelle mesure, c'est une hypothèse dont on a pu entendre parler, qu'on a pu entendre évoquer, dans quelle mesure un transfert pourrait se faire de la commune vers l'intercommunalité. Et je vais tout de suite poser la question de cette hypothèse à Monsieur Debat qui est avec nous, puisque c'était, je crois, le sujet d'une intervention que vous avez faite en plénière ce matin devant le Congrès. Oui, bonjour à tous. Oui, ce matin, j'ai participé à la table ronde sur l'intercommunalité. Et la question, si on veut la résumer de la manière suivante. Moi, je suis président d'une communauté d'agglomération qui fait 140 000 habitants, avec une ville-centre qui en fait 43 000, et qui comporte la communauté 75 communes. Chacun voit bien qu'à cette échelle, la communauté d'agglomération, et je crois que c'est l'avenir de l'intercommunalité, doit s'occuper de ce qui est structurant, de ce qui est, je dirais, de l'intérêt de l'ensemble du bassin économique, les politiques économiques, les politiques de déplacement, d'organisation de l'habitat, la politique de transition écologique, apporter des services aux communes, mais ne pas s'occuper de proximité. Parce que comment voulez-vous vous occuper de proximité, de la gestion des associations, de la gestion des CCAS communaux, à cette échelle? Et dans ce cadre, je considère qu'il n'est pas, et c'est la majorité des élus, qu'il n'est pas pertinent d'envisager le transfert de la compétence dite scolaire aux intercommunalités. Au-delà de ces questions de proximité, je crois qu'il faut partir d'un présupposé. Il y a lieu de transférer à une communauté d'agglomération, à un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale, ce qui sera mieux exercé à ce niveau qu'il ne l'est à l'échelon local. Or aujourd'hui, on voit mal, dans le rapport gouvernemental CAP 22 qui a lancé cette hypothèse, on voit mal quelle serait la justification, parce qu'on voit mal quelle serait la véritable plus-value d'un exercice de cette compétence à l'échelle communautaire. Donc c'est aujourd'hui, je dirais, si vous faites un sondage parmi les élus, il y a ceux qui ont peur de perdre cette compétence et il y a ceux qui, comme moi, n'en voient pas l'intérêt. Sans vouloir vous demander d'être l'avocat de la partie, j'allais dire, opposée, ou celle qui ne pense pas forcément comme vous, quel est l'objectif ou quelles sont les qualités que les partisans d'un tel transfert mettent en avant? Alors, moi, j'ai pas lu cette partie du rapport, enfin, j'ai pas lu ce rapport parce qu'il n'est d'ailleurs pas public, c'est un rapport interne au gouvernement. La question, qu'est-ce que l'on peut imaginer? On peut imaginer d'abord un rapprochement des coûts engagés par les différentes communes. Or, vous savez qu'au-delà, évidemment, de la part obligatoire, les coûts qui sont engagés je dirais, au titre des écoles primaires et maternelles varient. Le nombre de sorties scolaires, le coût des cantines et son déficit suivant les tarifications, l'engagement ou pas dans des politiques périscolaires qui viennent, je dirais, apporter davantage aux enfants, la question également du sport scolaire, de l'accès à la culture, la question de l'informatisation des écoles. Et donc, ça pourrait avoir cet effet. Mais
également, ça aurait un autre effet, c'est celui de rendre beaucoup plus sensible je dirais, ces évolutions. Si vous partez d'une ville qui, comme la mienne, a un coût élève qui se rapproche des 1 000 euros, nous avons déjà du mal à faire prendre en compte, ne serait-ce que les 2 tiers de ce coût, par des communes qui, dans l'enseignement public, voient des élèves issus de leur commune venir dans les écoles de la ville. Eux, ils sont à 400 euros. Nous sommes à pratiquement 1 000. Les maires refusent de payer ce prix. Et donc, nous accentuerions encore les débats qui existent entre les différentes communes. La question qui est sous-jacente et qui pourrait être, mais il faudra la poser comme cela, c'est quel avantage attend-on pour les enfants, pour la réussite scolaire, d'une organisation intercommunale de cette compétence. Et si on prenait la question de cette manière-là, on pourrait peut-être avancer, alors que si on la prend uniquement par la perspective d'un transfert pour des raisons purement technocratiques, parce que selon lesquelles il y a une logique à tout transférer aux intercommunalités, ce qui a longtemps été la doctrine du ministère de l'Intérieur sous tout gouvernement. Si on la prend par ce bout-là, et très franchement, on voit plutôt cela, il n'y a aucune chance que ça aboutisse. Si on engage le sujet par le biais de qu'est-ce qui est le plus utile ou le plus efficace pour les enfants, peut-être peut-on trouver des points de convergence. Si le gouvernement avance le sujet sur le mode « il faudrait que », je pense qu'on ira vers une situation de blocage parce que nous ne comprendrons pas pourquoi on veut nous contraindre à amener à un niveau plus éloigné quelque chose qui aujourd'hui se gère et se gère plutôt bien à un niveau de proximité. Monsieur Baudrel, directeur diocésain que vous êtes, pardon d'avoir écorché votre nom au début de cet entretien. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vient de dire Monsieur le maire? C'est du bon sens. Faut toucher à rien. Faut pas faire évoluer nécessairement les choses vers un transfert peut-être risqué et une dénaturation du lien qui existe, qui a toujours existé, qui peut continuer d'exister entre les communes et les établissements d'enseignement qui dépendent d'elles. Bonjour à tous. Alors, une petite précision, je suis adjoint au directeur diocésain du Maine-et-Loire. Alors, ce que vous évoquiez... Pardonnez pour cette promotion, mais vous la méritez certainement. Ce que vous évoquiez en termes de possibilités, nous, on le vit depuis 3 ans en termes de réalité, puisque dans le Maine-et-Loire, nous sommes passés en 3 ans de 357 communes à 183 aujourd'hui, avec la création de 36 communes nouvelles sur 3 ans, dont la première année, une grosse vague à 25, et une compétence scolaire devenue élargie à cette commune nouvelle, et donc des communes déléguées, des communes de proximité en lien avec nos écoles, désormais concernées par ce périmètre élargi. Conséquence, effectivement, comme vous le disiez, compétences scolaires élargies, ça suppose donc un nouveau mode de calcul concernant le coût de l'élève, et donc désormais ce coût-là établi sur la base des dépenses des écoles publiques de la commune nouvelle. Alors évidemment, nous, on en ressort plutôt favorisé, puisqu'on a des forfaits globalement consolidés pour la plupart de nos écoles. Mais c'est vrai qu'il y a eu un véritable impact budgétaire sur la part obligatoire. Cependant, comme vous l'évoquez également, dans la mesure où il y a consolidation de la part obligatoire, les élus sont amenés, pour des raisons d'équilibre budgétaire, à impacter la part qui est, elle, facultative. Donc, on observe des suppressions de certaines subventions octroyées précédemment et plus localement à certaines de nos écoles dans des liens de proximité sur des réalités qui leur étaient propres. On a l'impression, pardonnez-moi, je le dis un petit peu en tant qu'observateur, mais on a l'impression que vous êtes confrontés les uns et les autres à des systèmes d'une incroyable complexité.
avec nécessité d'adapter en fonction du territoire, du nombre d'établissements qui peuvent être là, de la coexistence du public, du privé. On est sans cesse en train de faire des péréquations entre ceci et cela. Et c'est la réalité que je ressens. J'ai raison de la ressentir comme telle. Oui, nous sommes dans une société complexe. Et les dispositifs les dispositifs avec lesquels nous travaillons sont aussi le fruit de cette complexité. Les modalités de financement de l'enseignement privé, de l'enseignement catholique, mais de l'enseignement privé sous contrat, vous le savez bien, sont le fruit de compromis dans lequel on est parvenu à un équilibre entre des positions qui à l'origine étaient extraordinairement opposées. Et donc, qui dit compromis, dit aussi prise en compte partielle de réalité, évaluation de la justice d'un dispositif par rapport à ses impacts mécaniques. Et donc, effectivement, nous sommes dans une société qui est complexe. On peut le regretter. Je me dis aussi que je ne suis pas sûr que les Français accepteraient, et les sociétés démocratiques un peu, je dirais, avancées, accepteraient la brutalité de certains principes appliqués dans leur vigueur ou dans leur rigueur. Si nous en étions restés à école publique, argent public, école privée, argent privé, aujourd'hui on ne se poserait pas la question des modalités de calcul du forfait et des incidences de réforme, par exemple l'hypothèse de la scolarisation des enfants dès 3 ans, sur les relations financières entre les collectivités et l'enseignement privé. Mais si effectivement aujourd'hui ce système a été bâti, et qu'il est aujourd'hui accepté et qu'il a permis depuis plus de 30 ans de vivre sans polémique autour de la cohabitation de 2 systèmes principaux. Il y a évidemment le privé hors contrat, mais c'est autre chose. C'est qu'on a constaté qu'il y avait un intérêt collectif à ce qu'il en soit ainsi. Et donc, moi, je suis attaché à ce que les réformes, quand elles viennent, intègre aussi les conséquences, je dirais, sur d'autres enjeux d'équilibre. Parce que dans ma ville, j'ai aussi été vice-président de région, l'équilibre qui a été trouvé dans le financement de l'enseignement catholique, enfin, l'enseignement privé et principalement l'enseignement catholique en son sein, permet aujourd'hui justement, je crois, est conforme à l'intérêt collectif. Et à partir de ce moment-là, oui, il est... alors vous parlez de commune nouvelle, je parlais moi de transfert à l'intercommunalité. Le transfert à la commune nouvelle, évidemment, la commune devient plus grande. Donc par définition, elle conserve sa compétence. Oui. Ce qui ne me paraîtrait pas nécessaire, c'est d'aller vers... donc quand il y a fusion de communes, le principe de proximité que j'évoquais s'applique. Il s'applique à une échelle plus large qui a été choisie, qui est une commune plus grande. Mais le transfert à une intercommunalité qui me paraît pour le coup peu souhaitable. Mais je crois aussi que dans le dialogue qui existe entre l'enseignement catholique et les élus, il est sain de mettre un certain nombre de questions sur la table. J'évoquais tout à l'heure la réforme de l'hypothèse d'abaisser la scolarité obligatoire à 3 ans. Si on le fait simplement en remplaçant dans la loi 6 ans par 3 ans, on crée toutes les conditions pour faire repartir une polémique sur l'équilibre du financement et notamment les conditions de financement de l'enseignement privé en France. Ça ne veut pas dire que cette réforme ne doit pas avoir lieu, ça veut dire que dans la manière de la bâtir, il faut intégrer cette dimension. Madame Dubois, 2 questions. D'une part, Monsieur le maire parlait de compromis. Est-ce que ce compromis, selon vous, on peut le faire encore évoluer, l'améliorer, j'entends. Et la deuxième question, bien évidemment, sur le point qui vient d'être abordé. Est-ce que cette réforme de 6 à 3 ans, s'agissant de l'instruction, est-ce que ça vous fait peur, ça vous inquiète ? Alors, d'abord, sur les compromis, le passage en commune nouvelle a permis une professionnalisation déjà aussi bien des communes nouvelles en termes de calcul de l'élève du public pour effectivement déterminer celui du forfait pour les écoles. A permis aussi d'avoir une valorisation des forfaits dans certaines communes où il n'y avait pas forcément de référencement. Donc ça a permis quand même l'application de la circulaire de 2012. Donc il reste quand même des compromis. Dans certaines communes nouvelles, l'application ne s'est pas faite au jour le jour, parce que ce n'était pas forcément favorable à toutes les écoles.
hein. Certains avaient des budgets complémentaires, d'autres en avaient moins. Donc même la mise en œuvre du forfait dans le cadre des communes nouvelles a pu se faire sur 2-3 ans. Donc c'est aussi des compromis, c'est aussi des discussions, c'est ne pas mettre en difficulté des budgets de communes et éventuellement aussi d'écoles qui voyaient leur forfait diminuer. Concernant les enfants, le passage de la scolarisation obligatoire des 6 à 3 ans, on en discutait également ce matin. On pense que dans le département du Maine-et-Loire, ça n'aura pas un gros impact. D'abord puisque la plupart des élèves de maternelle sont déjà pris en charge dans le cadre des forfaits. Et au niveau du département, nous avons encore quelques écoles sous contrat simple, 3 écoles, et aussi des écoles qui sont sous contrat d'association dont les maternelles ne sont pas pris en charge de façon, je dirais, équitable et égalitaire avec un coût de l'élève du public. Sur ce point, monsieur Vaudrel, sur le passage de 6 à 3 ans, ça vous paraît quelque chose de risqué, entre guillemets? La notion de compromis, si elle a déjà beaucoup de sens, elle va devoir en avoir encore plus, parce que c'est vrai que dans les échanges, on a pour habitude, nous, de travailler en partenariat avec les élus. Et je pense qu'effectivement, si on visait à une application brutale et rapide de la loi, je pense que ce partenariat risquerait d'être chahuté, ébranlé. Et on est plus favorable, nous, à trouver des lignes d'équilibre qui viseront petit à petit, effectivement, à tendre vers la parité, mais qui en aucun cas ne doit viser à créer des lignes de rupture entre les responsables des écoles et les élus. Monsieur le maire. Oui, sur ce sujet, peut-être simplement indiquer quel est l'impact tel que nous le voyons. D'abord, dans l'enseignement public, à proprement parler, 94% des enfants de 3 ans et plus sont inscrits, mais nous savons tous que tous ne vont pas à l'école 9 demi-journées par semaine. Donc les moyens qui sont affectés à l'accueil de ces enfants, on parle par exemple des ATSEM. Si on sait qu'on a la moitié des effectifs l'après-midi, évidemment, il y a moins le niveau d'encadrement est ajusté sur les effectifs réels. Deuxièmement, le temps de méridien, la cantine est également beaucoup moins importante. Donc il y a d'ores et déjà, si on passe à 3 ans, pour ne parler que de l'enseignement public, il y a une augmentation du coût par rapport au coût élève aujourd'hui tel que nous l'enregistrons dans les comptes de nos communes, qui n'est pas chiffré, qui peut être variable suivant les années. Je reconnais que pour la grande section, il n'y a quasiment pas d'écart. En revanche, pour la petite section, il peut y en avoir et qui sont significatifs. Et puis le deuxième impact, c'est que pour les communes qui sont majoritaires, qui appliquent la loi, mais qui n'appliquent que la loi, c'est-à-dire qui ne financent pas l'enseignement maternel, eh bien, évidemment pour elles, ça veut dire, si on se contente de dire on passe de 6 à 3 ans, et donc ça rentre forcément dans les contrats d'association, ce qui, du point de vue de l'enseignement privé, serait normal, puisque dès lors que c'est une obligation, pourquoi traiter cette tranche d'âge différemment? On a un coût qui augmente, un coût élève qui augmente dans le public, et il faudra en plus payer le coût élève de l'enseignement privé. Et donc, on serait amené à avoir finalement de mauvaises situations théoriques de départ. Soit, eh bien, on dit c'est comme ça, et à ce moment-là, on aura des crispations compte tenu de ce que sont les budgets, indépendamment même des questions de querelles de principe, qui, je crois, sont vraiment derrière nous. Mais on aura un impact budgétaire qui est aujourd'hui qui sera important dans des budgets qui sont extraordinairement contraints. Moi, j'ai supprimé 7% des effectifs au cours des 5 dernières années dans ma ville. Si on doit accroître l'engagement sur les activités scolaires, y compris... Alors nous, il se trouve que nous avons depuis un certain nombre d'années, nous payons pour ce qui concerne les élèves de la ville qui sont scolarisés dans l'enseignement catholique. Mais beaucoup de communes ne le font pas, et donc pour elles, c'est un surcroît un coût supplémentaire. Et du côté de l'enseignement privé, notamment de l'enseignement catholique, je ne vois pas pourquoi on leur dirait « Ah oui, mais on va le faire, mais alors les communes n'auront pas l'obligation de payer ».
Parce que dans ce cas-là, on écorne de l'autre côté, je dirais, un des équilibres de la loi qui est l'obligation de contribution des communes, enfin des collectivités à l'enseignement privé s'applique à partir du moment où l'enseignement est obligatoire. Et donc on a là tous les éléments pour relancer, si on engage ce débat d'une manière malhabile, comme d'ailleurs le gouvernement s'y essayait avant de comprendre rapidement qu'il allait réouvrir de mauvais débats. Si on l'ouvre d'une manière malhabile, effectivement, je partage votre sentiment, toutes les conditions sont réunies pour la réouverture, non pas d'une guerre scolaire, mais d'une polémique autour du financement de l'enseignement privé, et ce qui à mon sens, devrait pouvoir être évité. Et donc, on voit bien que sur ces sujets-là, moi, je n'ai pas vous savez, je n'ai pas de la logique, de la notion de compromis. En France, le compromis, ça paraît faiblard, toujours insatisfaisant. Là, en l'espèce, oui, mais il est le fruit de concessions. Et finalement, c'est aussi ça, la compréhension mutuelle, c'est l'acceptation aussi du fait qu'on peut avoir des points de vue différents, mais un objectif commun sur la réussite des enfants, qu'une part importante des élèves, au cours de leur scolarité, fréquentent l'enseignement privé, avant parfois de finir leur scolarité ailleurs. Aujourd'hui, je pourrais aussi vous dire que comme maire, je trouve que le mode de calcul actuel, que je ne conteste pas, encore une fois, ce que je vais vous dire n'est pas une contestation, a son caractère injuste. Pourquoi ? Il a été bâti pour un rapport équilibré entre les élèves qui fréquentent le public et les élèves qui fréquentent le privé. Or, on sait, tendanciellement, depuis un certain nombre d'années, il y a plutôt une augmentation relative, la part relative de l'enseignement privé par rapport à l'enseignement public. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire que chez moi, le coût élève dans le public augmente parce que parfois j'ai moins d'élèves. Si mon coût augmente, mon coût élève augmente, parce que les charges fixes sont les mêmes, et que par ailleurs, le nombre d'élèves accueillis dans le privé augmente, avec un coût élève qui lui aussi augmente, puisqu'il correspond à l'augmentation de mon coût élève public, vous voyez bien qu'il y a un moment où, lorsque ça se fait de manière très graduelle, ça ne pose pas de difficulté, mais malgré tout, ça peut créer les conditions de blocage en disant mais attendez, là l'équilibre n'est plus respecté. Et il est arrivé que nous ayons des discussions pour essayer justement de trouver un accord qui soit satisfaisant pour l'enseignement catholique et qui, même si de fait, il est figé par exemple sur 5 années, ce qui signifie que le coût élève n'est plus calculé absolument année après année. Dans ma ville, on le calcule année après année. Mais ça fait partie d'accords qui peuvent être trouvés. Et si l'on veut effectivement, je dirais aujourd'hui, si l'on veut aborder ces questions de manière dépassionnée, il est préférable qu'il y ait une concertation en amont dans laquelle on mesure l'intérêt pour l'enfant d'être scolarisé à 3 ans, qui est certainement, toutes les études disent que oui, il y a un intérêt. La question de savoir si ça doit être dès 3 ans, 9 demi-journées par semaine, personnellement, je ne suis pas absolument sûr de la réponse, et mais qui aboutissent finalement à une définition commune de ce qu'est l'intérêt de l'enfant et ensuite dont on tire des conséquences sur nos systèmes administratifs. Parce qu'il ne faut pas que ce soit les systèmes et la complexité juridique, financière qui empêchent de se poser la question de quel est l'intérêt finalement des enfants, quelle que soit l'école qu'ils fréquentent. Monsieur Baudrel, d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Beaucoup de choses viennent d'être dites dans un climat très positif d'ailleurs. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la référence de ce coût de l'élève du public fait que l'approche du financement des écoles est très arithmétique, comme vous l'évoquiez. Alors elle nous concerne aussi de la même façon quand nos écoles sont concernées par des baisses d'effectifs. Oui, absolument. Alors nous, on l'a également observé lors de la mise en œuvre là, des communes nouvelles, où le fait d'avoir un forfait harmonisé pour les 10 à 15 communes déléguées concernées par la commune nouvelle, un double impact, un impact avec un forfait consolidé pour certaines écoles, et à l'inverse, un forfait qui se trouvait en baisse pour certaines autres écoles. Donc de la même façon, eh bien, nous avons travaillé avec les élus pour trouver ces terrains de compromis, d'équilibre, pour faire en sorte que
Là où on avait consolidation, on tente vers un lissage sur plusieurs années, de façon à ce qu'on permette aux écoles impactées négativement de pouvoir réajuster budgétairement et trouver les éléments de financement nouveaux qui viennent compenser cette baisse de financement public. Est-ce qu'on peut réajuster, j'allais dire, en permanence? Ce serait presque l'idéal, Madame Dubois. Actuellement, nous aussi, on ajuste tous les ans le calcul des forfaits, enfin les mairies ou les maires des communes déléguées. C'est calculé effectivement tous les ans. Effectivement, c'est la limite, c'est la variable des effectifs. On sait qu'en France, nous sommes dans une baisse démographique au niveau des naissances, et notamment la préoccupation du nombre d'élèves de maternelle. Donc, et comme vous disiez, il y a un moment où on a tous un seuil d'équilibre de frais de structure, et le fait de calculer en fonction des effectifs et peut-être sans tenir compte de ce seuil d'équilibre de fonctionnement aussi bien de l'école publique que de l'école privée fait qu'effectivement, en cas de baisse des effectifs, que ce soit du public ou du privé, fragilise les budgets des établissements scolaires. Alors inversement, depuis quelques années, la Monsieur population de la ville réaugmente. Donc mon nombre d'élèves réaugmente, ce qui signifie que ça baisse légèrement mon coût élève. Mais vous voyez bien qu'on est effectivement dans ce fonctionnement arithmétique. Mais donc il faudra savoir à l'avenir si pour ne pas réouvrir des débats qui n'ont été que trop douloureux et trop longs, et qui sont maintenant derrière nous, est-ce que du coup on considère que cette variable, que cette donnée est un intangible, et à ce moment-là on organise la réforme aussi en fonction de cette donnée, ou est-ce qu'on la remet dans la discussion? Je n'ai pas de réponse, mais ce que je sais, c'est que si aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, de l'enseignement, de l'Éducation nationale souhaite mener cette discussion, il est opportun qu'il l'amène bien en amont, et que, une fois n'est pas coutume, l'État, parce que là, ça n'est pas le problème d'un gouvernement, l'État entende que les collectivités territoriales financent 40% du budget de l'éducation nationale. Nous ne sommes plus au moment où on finançait juste les gommes, les crayons et le papier. Aujourd'hui, nous finançons, les collectivités, 40% du budget de l'éducation nationale. L'éducation nationale finance les enseignants, point barre. C'est évidemment un bloc très important, mais tout le reste est financé par les collectivités territoriales. Et si effectivement, sur ces sujets-là, l'État pouvait entendre que lorsqu'on en discute, on en discute avec les syndicats représentatifs des personnels de l'éducation nationale et de leur diversité, avec les représentants de l'enseignement catholique, de l'enseignement privé sous contrat de manière générale, et avec les collectivités, eh bien, nous aurions, je crois, fait un pas en avant. Et le pire serait que, comme malheureusement on en a eu l'habitude, et encore une fois de manière très large au cours des années passées, la mauvaise manière serait de décider un jour, on va faire comme ça, et vous réglerez vos problèmes entre vous. Parce que c'est quand même comme cela que l'on recréerait les conditions je dirais, de tension qui n'ont pas lieu d'être. C'est peut-être l'une des raisons, d'ailleurs, ce lien entre les communes et les responsables d'enseignement qui font que ces polémiques sont d'un autre âge, pour reprendre votre expression tout à l'heure, ou qu'en tous les cas, elles sont derrière nous. Oui. C'est ce lien qu'il faut conserver. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je voudrais revenir sur le tout début de notre discussion. On parlait intercommunalité, on parlait fusion de communes. Dans quel cas est-ce que ce lien est peut-être le plus favorisé, le plus protégé? Moi, je pense que le fonctionnement dans lequel on laisse la compétence aux communes est globalement préférable. Même si, je le dis, je l'ai évoqué tout à l'heure, les conséquences qui en résultent pour les élèves dans une ville-centre, de gens qui travaillent à l'extérieur, enfin qui vivent à l'extérieur et qui travaillent sur la ville et qui souhaitent scolariser leurs enfants dans les écoles de la ville, ça nous coûte de l'argent de fait. Donc l'intérêt pourrait être de dire on le mutualise au niveau de la communauté d'agglomération. Au passage, d'ailleurs, ça fera baisser le coût élève. Et finalement, je vais m'y retrouver
Moi, il me semble qu'encore une fois, aujourd'hui, il faut partir de ce que l'on veut. Quelle serait l'amélioration qualitative du point de vue des écoles, de l'enseignement et des enfants liée à un changement de cette nature? Si le jeu en vaut la chandelle, si après un débat un peu large, on constate que c'est comme cela qu'il faut faire, alors à ce moment-là, on trouvera les moyens. Mais, et c'est ce que nous avons cru faire il y a quelques années sur la semaine de 4 jours et demi, le retour à la semaine avec les 5 matinées. Et puis on voit qu'en France, de toute façon, ça n'est jamais, on va dire, c'est jamais réglé, et on revient sur la réforme. Je pense que ce qui ne passe plus et ce qui ne peut pas être une bonne manière de gouverner, c'est de faire des réformes sans que le sens en ait été compris. Si nous sommes d'accord sur le sens, et si nous sommes tous d'accord par exemple sur l'idée qu'il faut absolument accueillir les enfants de 3 ans, de manière obligatoire à l'école, alors à ce moment-là, eh bien, nous nous mettrons autour de la table et nous trouverons des solutions. Si nous sommes persuadés qu'il faut passer à l'échelon, au-dessus de l'échelon communal pour régler ces problématiques, et que l'on sait pourquoi, et avec un bénéfice collectif, alors à ce moment-là, nous serons d'accord de le faire et capables de le faire. Lorsque l'on subit des réformes dont on ne comprend pas la nécessité et dont on ne voit pas le sens, l'expérience actuelle de ce que nous voyons autour de nous montre que il n'y a pas de compréhension, et quand il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'adhésion. Monsieur Baudrel. On a nous observé en termes d'effets d'émergence des communes nouvelles au niveau du lien établi entre le responsable de nos écoles et les élus, une profonde modification, puisque aujourd'hui on a des conseils de communes nouvelles élargis avec de nombreux élus, ce qui fait qu'on a été, nous, amenés à adapter notre mode de communication, notre approche vis-à-vis de ces élus, parce qu'on s'est retrouvé au niveau des premières réunions à une centaine autour de la table, entre élus et représentants des OGEC et chefs d'établissement. Et ce fameux lien de proximité qui existait dans les petites communes, on a eu peur de le perdre, et on s'est dit qu'il faut absolument qu'on réadapte, nous, notre fonctionnement, pour continuer à disposer de cadres d'échange qui restent constructifs, avec une volonté d'avancer ensemble. Donc on s'est dit, si on veut retrouver ce cadre d'échange tel qu'il existait, il faut qu'on trouve une forme de représentation, et on a donc mis en place ce qu'on appelle des comités représentatifs, autrement dit des petites cellules de concertation qui font le lien entre nos écoles et les élus des communes nouvelles. Comités représentatifs qui sont constitués aujourd'hui quelques représentants d'OGEC, quelques chefs d'établissement, et qui se réunissent en moyenne 2 à 3 fois par an. Avec des ordres du jour qui sont de quel type? Avec des ordres du jour qui sont construits communément entre les préoccupations des OGEC et également les attentes des élus. Tout plutôt que la gestion par une administration anonyme et un peu déshumanisée, non, Madame Dubois? Oui, l'objectif, effectivement, c'était voir comment on allait pouvoir approcher les représentants de la commune nouvelle sans être 80-100, parce que de toute façon, il n'y a plus de discussion dans ce type de représentation. Donc, ça a permis, nous, de notre côté, d'être une dizaine de représentants. Et par contre, au niveau de la commune nouvelle, d'être également une dizaine. Donc, on se retrouve quand même à 20 personnes, qui permet effectivement de discuter sur le forfait, sur les aides aussi à caractère social, puisque ça a été aussi, même si financièrement, même si on ne veut pas parler de finances, ça a été un point positif au niveau du département du Maine-et-Loire de passer en commune nouvelle, puisque ça a permis d'étendre le périmètre de prise en charge, notamment des hors-communes. Donc on a moins cette préoccupation-là que vous pouvez avoir sur Bourg-en-Bresse. Et de discuter, alors des points qui restent encore de discussion et d'échange, effectivement, c'est tout ce qui est les aides à caractère social. Où là, c'est plus compliqué, effectivement, le rythme des sorties scolaires, des voyages scolaires ne sont pas les mêmes d'une commune à l'autre, les aides ne sont pas les mêmes, les montants non plus. Et ça reste encore des sujets de travail et de discussion dans les années à venir, même si on avance progressivement sur ces points-là. Merci à tous les trois pour avoir participé à cette table ronde. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur, merci Madame. Et on se retrouve dans quelques minutes. Je pense que nous
nous aurons la chance d'avoir au micro monsieur Bussereau, le président de l'Association des départements de France, qui devrait nous rendre visite, je pense, sous un quart d'heure, 20 minutes. Et on se retrouve à ce moment-là. Merci de votre attention à tous. À tout à l'heure.